Moi, il faut que je convainque souvent les gens que oui, ils sont assez bons. Il faut souvent là, que je me batte avec les gens là, en disant comme oui, oui, non, non, regarde, je te dis que tu es capable, go. Donc, des fois, les gens ont besoin de vaincre cette espèce de résistance-là. Puis l'affaire aussi, c'est que si on ne s'essaie pas, on ne deviendra jamais bon. T'sais, devenir un bon communicateur, une bonne communicatrice, s'exprimer bien, c'est quelque chose qu'on développe par l'expérience. Donc, si vous avez des invitations à des podcasts, si vous avez des invitations à des émissions, à faire des chroniques, des capsules télé, radio, sur le web, dites oui à tout. Moi, c'est ça que j'ai fait personnellement. Au début, je disais oui à tout, qui était dans mon champ de compétences. Puis, c'est comme ça que j'ai développé une certaine aisance. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Olivier Bernard. Olivier Bernard est pharmacien et fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec et il a une maîtrise en génétique moléculaire. Vous le connaissez peut-être comme le pharmacien, le nom de sa série télé, de sa série de livres et de son site web. Il y a d'autres livres entre-temps qui ne sont pas dans cette série, mais on en parlera plus tard. Olivier a travaillé quelques années dans l'industrie pharmaceutique, mais sa fascination et une exaspération par rapport aux mythes scientifiques et médicaux l'ont amené à devenir un vulgarisateur dont l'ennemi numéro 1 est la pseudoscience. Depuis 2012, il crée des cartoons, écrit des livres, produit et anime la série télé Les Aventures du pharmacien et plus récemment le balado Dérive, où il tente de comprendre comment des croyances mènent des gens vers des fins tragiques à la recherche de spiritualité, de santé ou de croissance personnelle. D'où vient la pseudoscience? Pourquoi a-t-elle cet attrait, cette traction dans le grand public? Comment s'y prendre pour la démonter et changer des croyances chez les gens? On va parler de ça aujourd'hui. Olivier, c'est un grand, grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Un plaisir complètement partagé, David. Olivier, donc je t'ai présenté assez rapidement. Les gens qui sont au Québec te connaissent très possiblement de la télé, avec la série que tu fais, et c'est une série grand public de déboulonnage de pseudosciences, à plein de niveaux. Là, je vais juste fermer une fenêtre ici. Voilà, c'est ça. Donc les gens ici te connaissent potentiellement très bien. Il y a aussi une série de livres qui est en parallèle avec cette série télé. Dernièrement, j'ai vu que tu as aussi une série, en tout cas, tu as un deuxième livre qui sort pour les enfants. Donc tu as parlé avec des parents, tu as compris qu'il y avait des fois des problèmes de communication, entre les parents et les enfants sur des questions un peu plus, en bon français, touchées, comme on dit ici au Québec. Et ma première question pour toi, on a pharmacie, génétique moléculaire. Comment est-ce que la communication est rentrée dans ta vie professionnelle? Mmh. Je pense que j'ai toujours eu une passion pour la communication, là. Vraiment, là, quand j'y repense, même quand j'étais à l'école primaire, moi, j'étais l'enfant qui aimait faire des exposés oraux. Ce qui est pas toujours le cas, là. Il y en a pour qui c'est leur cauchemar de faire ça. Moi, j'adorais faire ça. J'adorais écrire aussi, mes cours préférés jusqu'à l'université où on a plus de cours de français, mais les cours de français, c'était mes cours préférés. Fait que je pense que la communication a toujours été un fil conducteur, quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, je sais pas, ça m'a toujours fait triper. Mais moi, je me dirigeais vers une carrière en santé, vers une carrière scientifique. J'avais jamais fait le lien avec la communication nécessairement. Puis je pense que quand je regarde un peu le parcours que j'ai suivi, on dirait que je recherchais toujours à réintégrer ou à intégrer la communication dans ce que je faisais. Donc, j'ai commencé par être pharmacien. Là, je me disais, ah, ben, c'est bien, mais en même temps, on dirait que il me manque quelque chose. On dirait qu'il n'y a pas tu sais, le partage de connaissances. On dirait que c'est juste avec une personne à la fois à la pharmacie. Ensuite, je suis allé en recherche. Là, je me disais, ah, mais le contact avec le public, on ne l'a pas tant que ça. Puis là, éventuellement, en faisant de la vulgarisation scientifique, on dirait que ça m'a permis d'allier un peu tout ce qui m'intéresse. Communication, science, de la clinique. Donc, c'est ça. On dirait que ça a du sens aujourd'hui, mais ça en a jamais eu nécessairement en cours de route, là. C'est super intéressant, donc c'est comme une passion ou une aptitude ou quelque chose qui vient de loin par rapport à tes forces, mais après tu as réussi à l'apporter
dans ta vie professionnelle. Et c'est là que je trouve ça un peu épatant parce que, en effet, tu sais, pharmacie, comme tu disais, d'habitude, c'est comme une carrière qu'on commence et dans laquelle on s'épanouit et on va interagir avec le public, comme tu le disais. Mais toi, tu avais un désir d'aller un peu plus large. Après, recherche, c'est la même chose. D'habitude, quand tu tombes en recherche, mais là, tu vas vers quelque chose de plus pointu, mais ça, c'était pas assez pour toi. Comment tu en as fait un aspect de ta vie professionnelle et pas seulement un hobby ou quelque chose que tu faisais peut-être en faisant du bénévolat dans différentes je sais pas, associations? Comment est-ce que c'est devenu vraiment une partie intégrante de ce que tu fais professionnellement? C'est une super bonne question. Moi, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation, ça, c'était en 2012. À ce moment-là, j'étais déjà pharmacien depuis plusieurs années, là. Moi, je suis pharmacien depuis 2004. J'ai toujours pratiqué à temps partiel, en faisant toutes sortes d'autres choses en même temps. Puis en 2012, j'ai décidé de me consacrer un peu plus à, tu sais, à vraiment essayer de faire de la vulgarisation. Donc, j'ai commencé un site web, on appelait ça un blog dans le temps. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire des bandes dessinées, puis tout ça. Puis au départ, moi, j'ai vraiment fonctionné de manière comme je le sentais. Donc, j'avais vraiment pas de méthode. Je me disais: «Ben, je vais le faire un peu comme je le sens», puis, tu sais, essentiellement, j'avais vraiment pas d'idée de où je m'en allais avec ça. Mais en cours de route, après quelques années, je dirais particulièrement à la fin 2016, début 2017, donc après environ 4 ans, là, j'ai réalisé que communiquer en fait, faire de la communication scientifique, oui, on peut le faire comme on pense, mais la réalité, c'est qu'il y a de la recherche aussi là-dessus. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des publications scientifiques qui décrivent des méthodes qui ont été testées pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que les gens croient à telle chose, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent à une croyance même quand on sait qu'elle est fausse, qu'est-ce qui peut faire changer les perceptions puis les croyances. Puis moi, j'étais rendu à un moment, là, après quelques années en vulgarisation, où je me disais: «Hey, c'est difficile, là, vraiment, c'est vraiment difficile de faire changer les croyances, les perceptions, les comportements. C'est difficile d'influencer positivement les gens en ne citant que des faits et des données, là, visiblement, ça fonctionne pas, c'est plus complexe que ça. Donc là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus à la recherche. Qu'est-ce qui est connu là-dessus? Puis maintenant, ça fait vraiment partie intégrante depuis plusieurs années de ce que je fais, c'est-à-dire que je me tiens vraiment au courant de ce qui se publie dans la recherche sur la communication scientifique. Il y a des congrès internationaux même là-dessus. J'ai eu la chance de participer à quelques-uns, puis vraiment, c'est comme vulgarisateur, vulgarisatrice, partout sur la planète, il y a des gens qui se demandent comment je fais pour être plus efficace. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important de faire ça. C'est la communication, il y a de la recherche là-dessus, il y a des données probantes et puis on devrait les utiliser à notre avantage. Mmh. Moi, ce que je trouve, super intéressant, c'est que là, on dirait que mais je pense pas que tu vas faire un bac en psychologie, mais tu t'es intéressé par la psychologie derrière tout ça, ce qui est pas donné à tout le monde. Tu sais, souvent, les gens, ils vont avoir des discussions, ils vont se frustrer parce que ça passe pas, comme tu dis, les données, ça passe pas, mais toi, c'est comme si, je sais peut-être de par tes années comme pharmacien et de parler avec le public, on dirait que tu as développé un désir de comprendre comment ça marche dans la tête des gens et comment est-ce que ces messages qui souvent on sort frustré de ces conversations, eh bien, je peux avoir des conversations productives. Est-ce qu'il y a comme un psychologue en herbe en toi? Ben, moi, premièrement, pour être clair, j'ai aucune espèce d'expertise en psychologie, hein. C'est vraiment pas dans mon champ de compétences. Donc, évidemment que moi, je me fie à d'autres spécialistes de la question, de où je tire les choses que j'utilise. Mais je pense que comme professionnel de la santé, comme pharmacien, par exemple, on le réalise pas quand on commence une carrière, tu sais, comme peu importe, le médecin ou pharmacien ou infirmier, infirmière, tu sais, on le réalise pas, mais on est des influenceurs. On est là pour influencer les gens à adopter tel ou tel comportement, que ce soit prendre un médicament, faire suivis médicaux, tu sais. Donc, bref, moi, je pense que j'avais déjà beaucoup de frustration, entre guillemets, comme pharmacien, où je me disais, «Attends, là, les gens, on leur dit, vous devriez prendre telle médication», puis là, les gens abandonnent la médication après 3 mois. Là, on leur explique des choses, on se rend compte un mois plus tard qu'ils n'ont pas vraiment bien compris. Puis on a tendance à mettre ça beaucoup sur le dos des gens, c'est-à-dire on a tendance à dire: «Ah, les gens nous écoutent pas, ils ont pas bien écouté», on met ça vraiment sur le dos du patient ou de la personne qui est en face de nous. Puis moi, j'ai vraiment essayé de me faire une introspection. Tu sais, rapidement, au début de ma carrière, je me souviens, je me demandais comme: «OK, mais c'est quoi mon rôle là-dedans?» Tu sais,
c'est peut-être nous, des fois, qui communiquent pas bien, c'est peut-être nous qui expliquent pas les bonnes choses, on pose peut-être pas les bonnes questions, tu sais, un bon exemple, puis je pense que quand j'ai commencé à être maître de stage aussi, à un moment donné, j'étais ben, je supervisais des stagiaires, des choses comme ça, puis j'ai réalisé que quand les étudiants sortaient de l'université, ils faisaient des monologues. Donc, tu avais un pharmacien, une pharmacienne qui parle à un patient, c'était un monologue de 5 minutes. Puis là, quand je l'ai vu chez d'autres, j'ai réalisé que moi, je faisais la même chose. Donc, c'est en le voyant chez d'autres que j'ai réalisé ça. Puis là, je me suis dit: «Comment est-ce qu'on peut être efficace pour changer les croyances et les perceptions en faisant juste un monologue unilatéral?» Donc, je pense que d'observer aussi, ça m'a aidé à remarquer les mêmes choses chez moi, puis à me dire: «Ben, comment on peut faire différemment?» Excellent. Mais c'est très logique, ce que tu dis et en tout cas, de ce que je connais, comme je te disais, je connais quelqu'un qui est pharmacien aussi et il y a un côté c'est sûr que quand on dit psychologue, c'est quelque chose de très particulier, il faut étudier longtemps pour le faire, mais il y a un côté comme pharmacien, comme tu dis, je trouve ça super intéressant que tu utilises le mot influenceur parce qu'en effet, si tu fais ça bien, si tu ne fais pas un monologue comme tu dis, mais tu entres en dialogue avec la personne, tu peut-être comprends pourquoi elle est réticente, tu peux aller chercher, heu un changement dans son comportement et qu'elle commence pour en tout cas comme pharmacien, à oui, être assidue à prendre tel médicament que, elle avait lâché. C'est super intéressant, cette idée de l'influenceur, et à ce que je comprends, c'est quand même beaucoup de gens parce que dans une pharmacie, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe, par jour comme tu le sais donc vous pouvez vraiment avoir de l'influence sur la vie directement de plusieurs et de la santé de plusieurs personnes. Mais maintenant il y a le site web comme tu le dis en 2012, comment est-ce que ça a comme grandi vers une présence sur un média grand public qui est la télé? Comment est-ce que tu te rends là? Et comment est-ce qu'une chaîne s'est dit: «Eh bien oui, on va mettre ce type de contenu» parce que c'est pas, tu sais, vulgariser là et déboulonner les mythes peut-être, mais c'est pas si, attrayant, tu sais, c'est pas, de l'entertainment en soi, mais tu es capable quand même d'entertainer, en bon français encore, les gens avec ton contenu. Comment ce processus-là de croissance s'est fait vers ce médium-là? Ben, moi, j'ai souvent réfléchi à ça, puis je pense que, tu sais, je dis souvent que tout ce qui est arrivé, dans un sens, toutes les choses dans lesquelles je me suis investi, c'est arrivé par accident, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a été un mélange de beaucoup de chance et de beaucoup de travail. Donc, c'est un mélange des 2, probablement 50-50. Heu, En 2012, il faut se ramener, là, 2012, ça fait plus que 10 ans, hein. On a tendance à l'oublier, là, mais à l'époque, les réseaux sociaux, c'était assez nouveau encore. Tu sais, juste Facebook, par exemple, c'est devenu important en 2008, environ 2008-2009. Donc, ça faisait pas si longtemps que ça existait. Donc, des scientifiques et des professionnels de la santé qui s'impliquaient sur les réseaux sociaux, c'était assez rare à l'époque. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, je me disais: J'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de faire quelque chose». Je ne savais pas quelle forme ça aurait. J'ai commencé en faisant des vidéos sur YouTube, en faisant de la bande dessinée. J'essayais toutes sortes de choses, vraiment. Puis, moi, je me suis vraiment mis j'avais envie de parler un langage qui est assez familier, un langage simple, de parler comme dans la vie de tous les jours. Il y avait beaucoup d'humour dans ce que je faisais aussi, donc beaucoup de blagues. Puis je pense que les gens, ça les a accrochés à l'époque parce que, comme je disais, il y avait très peu de professionnels de la santé puis de scientifiques déjà sur le web. Puis deux, c'était rare d'entendre des gens du milieu de la science qui parlaient de manière justement comme ça, pas très sérieuse, tu sais, de façon très décomplexée, très relaxe. Je pense que c'est ça qui a accroché les gens. Hem, Après, ben, tout le reste, je pense que c'est essentiellement une question de moi, ben, un moment donné, un éditeur me dit: «Ça te tenterait-tu de faire un livre?» Moi, je suis comme: «Ah ben oui, pourquoi pas, je vais essayer». «Ah, ça te tenterait-tu de faire une série télé?» «Ah ben oui, je vais essayer». Tu sais, après ça, j'ai vraiment juste saisi des opportunités qui se sont présentées à moi. Puis, tu sais, aujourd'hui, je pense que ce processus-là est peut-être un petit peu plus c'est différent parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques, et de professionnels de la santé qui s'investissent, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Donc je pense que j'ai fait partie un peu de la première vague, si on veut, au Québec en tout cas, là. Donc je pense que ça générait beaucoup de curiosité de la part des gens aussi.
Sûr que l'humour, c'est super important parce que c'est souvent des thématiques, difficiles et qui vont chercher les émotions des gens et le fait que l'humour soit important, ça, c'est logique pour moi. Après, ce que je trouve quand même épatant, c'est que, tu sais, tu as mentionné que 2012, ça fait quand même un petit bout et c'est sûr que, on a entendu beaucoup parler de fake news, pas juste en sciences et en santé, mais en politique aussi, mais pendant la pandémie de la COVID, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. C'était un moment assez critique et c'est quand même épatant de voir que tu étais là vraiment. Tu étais là, tu faisais ça déjà avant le temps. Comment ça s'est passé pour toi, ces 2 années, la pandémie, tout ce qu'on a pu entendre, les masques, le les nouvelles et les fausses nouvelles sur les vaccins et cetera. Du fait de faire cela depuis autant de temps, est-ce que tu étais prêt à ce choc un peu qu'on a tous eu dans la communauté, scientifique? Ouais. Ben, évidemment, là, on s'entend, personne n'était prêt à ça, ça nous a tous énormément surpris. Bon, au niveau de la pandémie, l'ampleur que ça a pris, moi, je me souviens, quand la pandémie a frappé en mars 2020, tout le monde se disait, «Bon, on va être peut-être un 2 mois, là-dedans», puis tu sais, puis je me souviens à l'époque, à un moment donné, il y avait un spécialiste, là, dans le monde qui avait dit: «Non, on s'enligne plus vers 1 an et demi, de ça», puis moi, j'étais comme: «Ah ben non, voyons, c'est n'importe quoi ça», tu sais? Je veux dire, on a tous eu cette réaction-là, ça, je pense que c'est clair. Là où, par contre, j'ai pas été surpris, c'est que rapidement, dans la pandémie, il y a eu vraiment une grande quantité de fausses informations qui ont commencé à apparaître. Soit de la fausse information, en fait, soit carrément des fausses nouvelles, là, des fake news ou de l'information qui visait carrément à tromper le public, ou juste des gens qui disaient: «Ah ben moi j'ai trouvé un supplément, alimentaire ou un produit naturel qui fonctionne», tu sais? Donc autant avec des bonnes que des mauvaises intentions, là. Ça, moi, j'ai pas été surpris de ça parce que ça faisait déjà 8 ans à ce moment-là que je m'intéressais à la pseudoscience. Moi, la pseudoscience, ça a toujours été ça a toujours été mon créneau, en fait, depuis le début. Puis j'ai investi beaucoup d'efforts à essayer de convaincre juste tu sais, même dans mes collègues, là, moi, souvent, j'essaie de convaincre des gens dans le milieu de la santé ou dans le domaine de la science, de leur dire: «Hey, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, la pseudoscience prend de plus en plus de place, elle s'infiltre dans la sphère publique. Je vous dis, ça va être de pire en pire». Puis souvent, il fallait que je les convainque, puis c'était pas facile. Je me faisais souvent dire: «Ah, ça vaut-tu vraiment la peine, Olivier, de parler autant de ça, les fausses informations? Oui, il y en a, mais c'est-tu si grave que ça?» Puis on dirait que là, la pandémie, ce que ça a changé, c'est que tout d'un coup, tout le monde a réalisé: «Oh, OK, On a un vrai problème. on a un vrai problème», puis c'est pas apparu du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se préparait depuis longtemps, qui était un peu sous la surface. Je pense que la pandémie, ça a été un peu la tempête parfaite. Donc, dans un sens, ce que ça a eu de positif, là, parce qu'aujourd'hui, on peut voir des impacts positifs de ça, c'est que je pense que ça a mis tout le monde sur le même niveau. Là, maintenant, on est tous conscients des dangers de la fausse information, de comment la pseudoscience, ça peut coûter des vies. Donc maintenant, je pense que cette sensibilisation-là, c'est plus nécessaire de la faire. Mais toutes les années avant, moi, souvent, je rencontrais beaucoup de scepticisme là, par rapport à ça, de la part de gens en sciences qui disaient: «Ah, c'est-tu si grave que ça?» tu sais? Puis je les blâme pas parce qu'ils étaient pas là-dedans au quotidien, tu sais? Quand tu es pas là-dedans, tu peux pas savoir. Ouais. C'est 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 vraiment intéressant et je suis content de t'avoir posé la question parce que toi, tu le voyais venir de loin, ce qui s'est passé. On était plusieurs à s'en rendre compte puis à en parler, mais c'était pas facile. J'aimerais un peu maintenant faire le parallèle avec des jeunes chercheurs, qui sont maintenant en train de faire leur doctorat ou leur maîtrise et qui ont un peu ce désir de, par exemple, je sais pas, combattre la, mmh, la pseudoscience dans ce qui a en lien avec le climat. Ça, c'est juste un exemple et ce que j'aimerais que tu partages un peu pour cette partie en français maintenant, pour la fin, ce serait, de poser la question, de comment est-ce que tu te positionnes en tant que jeune chercheur dans ce type de conversations souvent qui sont polémiques? Comment est-ce que c'est quoi des bons principes pour
des fois, dans des conversations qui peuvent avoir l'air un peu perdues déjà au départ, de quand même avoir des résultats positifs et de pas juste se frustrer ou se fâcher. Heu, c'est quoi des bons principes pour être dans une conversation avec quelqu'un que tu sais qui est comme un sceptique ou qui a une pseudo-croyance, une croyance, une fausse croyance très enracinée? Est-ce que tu en as appris au cours de ces années? Oui, hey, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Je vais essayer de résumer tout ça. Puis en particulier, parce que là, tu me poses la question par rapport à des jeunes chercheurs, chercheuses, des gens qui seraient au doctorat ou au post-doctorat, par exemple, ou même des jeunes chercheurs qui se demandent: «Ah, ben j'ai envie de commencer ça». Bon, premièrement, on le sait, là, les gens du milieu académique, ça fait partie de la mission académique de diffuser le savoir. Donc, c'est pas très valorisé, malheureusement. C'est pas ça qui te donne des de t'investir sur la place publique, de participer à des podcasts, c'est pas ça qui fait que tu as des demandes que tu as plus de subventions puis plus de bourses, malheureusement, mais on le sait que ça fait partie de la mission académique de le faire. Moi, je le sens, quand je parle à des gens du milieu académique, des universitaires, je sens un désir, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, pouvoir parler et ils rencontrent certaines barrières. La première étant, je sais pas comment faire, je suis peut-être pas assez bon, je suis peut-être pas assez bonne. Ça, j'adresse ça rapidement. Moi, il faut que je convainque souvent les gens que oui, ils sont assez bons. Il faut souvent là, que je me batte avec les gens là, en disant comme oui, oui, non, non, regarde, je te dis que tu es capable, go. Donc, des fois, les gens ont besoin de vaincre cette espèce de résistance-là. Puis l'affaire aussi, c'est que si on ne s'essaie pas, on ne deviendra jamais bon. Tu sais, devenir un bon communicateur, une bonne communicatrice, s'exprimer bien, c'est quelque chose qu'on développe par l'expérience. Donc, si vous avez des invitations à des podcasts, si vous avez des invitations à des émissions, à faire des chroniques, des capsules télé, radio, sur le web, dites oui à tout. Moi, c'est ça que j'ai fait personnellement. Au début, je disais oui à tout, qui était dans mon champ de compétences, puis c'est comme ça que j'ai développé une certaine aisance. Deuxième chose, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait un peu peur de parler de certains sujets sur la place publique. Il y a beaucoup de sujets qui sont polarisants, qui sont délicats. Et puis, ça, je comprends complètement des universitaires de dire: «Ouf, ça, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans». Moi, il y a des gens que je contacte et qui me disent: «J'aimerais vraiment ça, pouvoir faire une entrevue avec toi là-dessus, mais j'ai peur des conséquences que ça va avoir sur» tu sais, j'ai peur qu'il y ait du backlash, des choses Mmh. comme ça. Qu'est-ce qui va apparaître dans ma boîte courriel tout à coup? Ben, moi, il y a déjà un chercheur qui m'a dit qu'un de ses collègues s'était fait crever ses pneus de voiture quand il avait parlé d'un sujet en particulier sur lequel je lui demandais de parler. Il m'a dit, «Je vais le faire, mais je te cacherai pas que j'ai peur», tu sais? Hem, je pense qu'en ce moment, c'est un nouveau phénomène, mais je pense qu'il faut pas non plus, il faut quand même s'investir, il faut s'essayer. Puis il y a moyen, puis je le dis, là, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai dit des choses vraiment là, que maintenant, je ne redirais pas les choses de la même façon parce que je me rends compte que ça a fâché des gens, que c'était pas la bonne manière de m'y prendre. Garde, à un moment donné, là, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de se positionner sur des sujets qui sont délicats. On peut le faire d'une manière nuancée. Je pense que la clé, parce que tu me demandais comment le faire, je pense que la clé, là, c'est qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'empathie puis de compréhension pour l'autre. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'ai commencé comme ça en 2012, là, j'étais vraiment comme: «Telle croyance, c'est faux pour telle raison, puis les gens qui croient à ça, ben, ils devraient pas croire à ça». C'est pas une bonne façon de faire. On le voit dans la recherche, là, d'y aller par une méthode qui est confrontationnelle, ça marche pas. Donc, je pense qu'au départ, il faut aborder la question sous l'angle de: «Hey, moi, là, cette croyance-là est persistante dans l'espace public, ça m'intéresse. Je me demande pourquoi les gens croient à ça. Je comprends aussi pourquoi les gens croient ça. Je pense que c'est normal, tu sais, gars, j'ai lu ça, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'être inquiet aussi, d'avoir des inquiétudes. De dire aussi qu'il y a un fond de vérité souvent. C'est rare qu'il y a des croyances qui sont complètement fausses puis qu'il y a absolument rien de vrai. Il y a souvent des choses vraies, puis après, à travers ça, il y a des choses qui sont peut-être un peu exagérées. Donc, de le présenter plus sous cet angle-là, plutôt que d'arriver juste en disant c'est faux pour la raison suivante. Moi, personnellement, quand j'ai vu des gens faire ça, quand moi je l'ai fait, généralement, ça se passe bien. C'est ça la réalité, c'est que 95 des gens sont toujours très heureux d'avoir accès à la bonne information. Puis je pense que le 5 de gens qui sont toujours très mécontents, tu sais, on a tendance à mettre beaucoup de focus là-dessus ou d'avoir peur ou tout ça.
Je pense pas que c'est la bonne approche. Oui, et 95 c'est déjà très bon, en effet. Ouais, c'est un chiffre approximatif, là, Beh, mais oui, mon oui. ex j'utilise souvent ce chiffre-là, 95-5 là. 95 des gens sont contents, mais le 5 qui sont pas contents, ils font 95 du bruit, Du là, ensuite. bruit, c'est ça, c'est ça. Mais ça, il faut toujours se ramener à non, la plupart des gens sont très contents en ce moment qu'on puisse parler de ça, là. Super. Eh bien, Olivier, c'était vraiment, super de parler avec toi de ça. Clairement, tu c'est quelque chose qui te passionne. Si je résume rapidement, ce que j'ai appris, dans cette demi-heure avec toi, 1, j'ai appris que tu es quelqu'un qui s'en fait pour les gens et qui a j'ai l'impression que tu as une empathie pour le monde et que tu veux que tout le monde ait des meilleurs, résultats avec, par exemple, leur traitement, mais dans la vie, avec comment ils utilisent, heu leurs objets ou dans quoi ils investissent. Je pense à l'ayahuasca, et tout ce que tu as fait par rapport à cette à des rives. Tu veux éviter aux gens de la souffrance inutile. Je pense que c'est une de tes missions et tu le fais très bien. D'ailleurs, je me demande s'il y a d'autres séries comme ça qui s'en viennent, hein, parce qu'on a beaucoup aimé ça. Ah yes! Primeur. Mais après, j'ai aussi appris sur toi que la communication, c'est quelque chose une passion qui vient de loin, que tu as réussi à l'intégrer à ta vie, professionnelle d'une façon, en tout cas, vue de l'extérieur assez spectaculaire et avec des résultats probants et comment dire? Assez évidents, dans la sphère, des médias québécois et francophones en tout cas. Hem et après, j'ai appris aussi, cette question de pour changer des fausses croyances chez les gens, j'ai l'impression qu'il faut enlever le mot «changer» de notre tête. C'est un peu, contre-intuitif, mais j'ai l'impression il faut d'abord comprendre la personne et avec la personne, cheminer vers une meilleure compréhension de cette croyance jusqu'au jour où peut-être elle-même, elle va dire: «Ah ben, finalement, j'ai changé de croyance». Je pense que c'est ça que j'ai compris et que j'ai appris aujourd'hui. Je suis tellement d'accord, là. C'est un super bon résumé, tu l'expliques mieux que moi, en fait. Ah ben, merci. Olivier, merci énormément. C'était vraiment un plaisir d'explorer tout ça avec toi et bravo pour ce que tu fais et tes projets à venir. Merci à toi. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com/audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus, rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.